Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Moi, je ne vois pas. Non, on dit ça. Collectez-vous, collectez-vous. Faites la réunion de famille, la réunion du quartier, la réunion, je ne sais pas moi trop de quoi. Sur la page en ce moment, taguez les sœurs. Salut à tous, salut à toutes. Bon mois d'octobre à tout le monde également. Merci de nous retrouver sur ce live. Nous sommes en direct pour parler des questions qui concernent tout le monde, mais surtout on va viser les femmes qui construisent, les femmes qui bâtissent, les femmes qui élèvent et surtout celles-là qui soutiennent de par des actes de beauté, des actions en cuisine, tout ça pour qu'on puisse préserver notre bonne santé. Aujourd'hui, vous êtes sur le live pour parler de la beauté et l'alimentation pour contribuer à l'équilibre de la santé et vous aurez l'occasion de découvrir en quoi est-ce qu'il est important pour vous de prendre soin, particulièrement de votre cheveu, particulièrement de ce que vous mangez et des répercussions que cela a sur votre santé. Bienvenue à tous. Le temps que tout le monde se retrouve et que la réunion soit au complet, je vais vous inviter à partager ce live avec une soeur, avec une amie, avec quelqu'un. Partagez ce live et surtout, je ne suis pas seule, hein, je suis en compagnie d'expertes qui ne vont pas accepter directement cette casquette, mais quand vous découvrirez ce qu'elles font, vous comprendrez tout le poids de ce mot. Merci à ces charmantes dames qui nous retrouvent en ce moment. Et nous allons accueillir la toute première, qui est toute proche de moi, très concentrée, communier avec sa communauté. Merci de nous rejoindre, Guylaine NK, technicienne capillaire qui nous vient tout droit de Yaoundé d'ailleurs. Bonjour, merci beaucoup Linda. Je suis Guylaine Mbissi, je suis technicienne capillaire. Dans un langage commun, on appelle coiffeuse. Mais comme je dis, les techniques capillaires ne sont pas à la portée de toutes les coiffeuses. Donc du coup, quand on est formé, il faut quand même accepter la casquette de sa formation. Donc c'est pour ça que je viens volontiers. J'accepte ma casquette de technicienne capillaire ce soir. Bienvenue, merci de nous retrouver. Il faut dire que tu es passionnée par les cheveux. C'est ça, effectivement, je suis passionnée par le cheveu. Et parce que le cheveu, c'est malheureusement, les gens ne le savent pas, mais c'est notre première protection contre les intempéries, contre le soleil, contre pas mal de choses. Donc il faut en prendre soin quand il est temps. Parce que malheureusement, on se réveille souvent trop tard quand on a déjà une bonne alopécie et on se demande ce qu'on peut faire. Donc le cheveu aujourd'hui, moi je pense que pour mieux parler du cheveu, il faut l'aimer. Il faut le comprendre, il faut communiquer avec, il faut surtout le chuchoter. D'accord. Si vous avez eu des problèmes de chute de cheveux, de mancheux, comme on le dit communément, si vous avez eu à faire la coloration de vos cheveux et que ça a tourné au vinaigre, eh bien, je crois que vous êtes plus que concerné par ce qui va se dire aujourd'hui. Connectez-vous, taguez une amie qui est concernée par cette situation et nous allons tout de suite accueillir juste à côté d'elle Madame Soulson. Tchou. Bienvenue sur ce plateau. Merci Linda. Je suis très contente d'être ici. Ça fait vraiment plaisir de te voir et quand on sait qu'on est habitué à te voir dans les fourneaux, à donner des ateliers sur comment cuisiner, si ça, j'oublierai jamais les émincés de bœuf à la canne à sucre. En tout cas, tu es là pour nous parler de l'importance de bien s'alimenter pour préserver une bonne santé. Oui, comme tu l'as dit, moi c'est Sulson. Et je suis blogueuse culinaire, mais je suis amoureuse de l'aliment santé. D'accord. Si tu remarques sur ma page, j'ai souvent une phrase que je mets en bas, une citation, que ton aliment soit ton premier médicament. Donc vraiment, moi j'aime la cuisine, mais je suis aussi amoureuse de tout ce qui est santé lorsqu'on cuisine. Et puisque nous femmes, nous sommes habituées à cuisiner pour nous, pour nos familles, c'est bon de savoir ce qu'on peut faire pour rendre ce moment délicieux, pas seulement dans la bouche, mais aussi dans l'organisme. D'accord. Très intéressant et très important. Comme quoi, on ne devrait pas manger seulement ce qui est bon dans la bouche, mais ce qui est bien pour le corps. C'est bien cela? Exactement. Manger, c'est bien, se nourrir, c'est mieux. J'ai quand même envie de savoir, pourquoi t'être positionné dans ce couloir-là, manger pour une meilleure santé? Oui, avant, moi, je prenais la nourriture comme tout le monde, on mange pour avoir des forces. Mais après, quand je me suis intéressée à la nutrition, surtout dans ma famille, j'ai eu des personnes qui ont eu des problèmes de nutrition. Il a fallu faire appel à un diététicien,
un nutritionniste, je me suis rendu compte que c'est une science que beaucoup de personnes ne connaissent pas. Donc, sur ma page, j'ai voulu rappeler aux gens qu'attention, on ne mange pas seulement pour mettre des cœurs et prendre des forces, mais on mange surtout pour la santé. Ce n'est pas l'hôpital qui est la solution. Notre aliment peut être notre premier hôpital, en fait. Et on sait qu'on a souvent au moins une personne dans notre famille à qui on a dit à l'hôpital, ne mange pas trop de sel, évite de manger si, justement à cause des maladies. Je vous invite à partager massivement ce direct. Je rappelle que nous sommes en direct sur la page de Guylaine Nka, sur la page de La Cuisine de Soulson, sur la page du professeur Aimé Boni, que je nous invite à accueillir à l'instant. Il est docteur, mais il est surtout professeur en cardiologie engagé pour vous donner les informations dont vous avez besoin au moment qu'il faut pour préserver votre bonne santé. Bonsoir professeur. Vous avez l'antenne. Bonsoir à tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alors, est-ce que vous m'entendez? Parce que là, si je parle et que vous ne m'entendez pas, ça va pas être productif. Est-ce que je suis entendu? Bon, a priori, vous ne m'entendez pas. Allô, allô? Est-ce que vous m'entendez? Conférence et formation, vous avez beaucoup à nous dire sur la question. Allô, est-ce que vous m'entendez? Professeur, nous vous écoutons. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que son micro n'est pas coupé? Oui, oui, tout à fait, très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, ça passe. Ok. Bien. Bonjour à tout le monde. Bonjour à nos... Oui, nous entendons. Bonjour à tout le monde. Bonjour à nos internautes. Bonjour à Sulson. Bonjour à Guylaine Obissi. Et puis, bonjour à vous-même, la modératrice et votre technique pour ce travail important parce que la sensibilisation sur les maladies en général liées à l'alimentation, liées aux soins capillaires, la sensibilisation est très importante parce que les gens ignorent beaucoup de choses alors qu'il suffit juste d'être au courant, d'être informé pour éviter un certain nombre de maladies. Il y a donc ce qu'on appelle les maladies évitables et les maladies non évitables. Et si les maladies évitables peuvent être mis en lumière, les gestes appropriés vont nous permettre de réduire significativement la morbidité, donc c'est-à-dire notre aptitude à pouvoir être malade, à souvent être malade, mais aussi même à réduire la mortalité, c'est-à-dire les décès liés à ces maladies-là. Donc c'est pour cette raison que j'ai accueilli favorablement cet exercice, celui d'écouter et d'apporter mon petit éclairage sur la conduite à tenir, les habitudes à avoir, les habitudes culinaires à avoir, mais aussi les habitudes à avoir pour les professionnels qui s'occupent donc de la beauté des femmes, surtout, mais de la beauté en général, la beauté du cuir chevelure. Donc, bravo pour cette initiative et je vous dis à tout de suite pour quelques éclairages.
On n'a vraiment pas encore fait notre bout de chemin. Ici, dans notre zone tropicale, on comprendra pourquoi on a besoin de nos experts. Alors, le cheveu. On a parlé de cheveux, on a parlé d'alimentation. Et peut-être on a fait le parallèle avec la couleur, la belle couleur de Guylaine Nka, avec son look atypique, pour parler du fait qu'aujourd'hui, on est très friand de la décoloration ou de la coloration des cheveux. Déjà tout à l'heure, lorsqu'on préparait l'émission, tu as fait une différence particulière entre le fait que pour mettre certaines couleurs, il fallait d'abord décolorer les cheveux avant de le colorer. C'est ce qu'on ne sait pas en général. On veut juste, oh, la couleur noire, la couleur rose, comme c'est tendance actuellement, la couleur jaune. Mais à quoi est-ce qu'on s'expose? Dans quoi est-ce qu'on s'engage? Bon, disons que certaines couleurs, par exemple, quand on veut partir sur des couleurs claires, on est obligé de décolorer le cheveu, ce qu'on appelle régulièrement le blond. Et même quand on veut foncer le cheveu, quand on part du clair, on est obligé d'utiliser également de la coloration. Donc c'est deux techniques différentes. C'est-à-dire que la coloration, c'est un apport de pigments artificiels. Et la décoloration, justement, c'est le fait de venir enlever un pigment naturel. Et dans tous les deux cas, on a besoin justement d'utiliser des produits soit de décoloration, soit de coloration. Et dans les deux cas, on est obligé d'utiliser de l'ammoniac, qui est l'activateur chimique. Et il faut savoir qu'il y a des dosages à respecter. Donc moi aujourd'hui, j'ai quand même envie de tirer ces sonnettes d'alarme en disant c'est bien de faire la coloration. C'est d'ailleurs pas mauvais de faire la coloration, mais par contre, il faut respecter un certain protocole. Il faut respecter le choix des produits et surtout, avant toute technique, faire un diagnostic capillaire. Par exemple, il y a des couleurs qui ne sont pas compatibles. Une personne qui a fait une coloration au henné, avec ou sans indigo, ne peut plus faire une coloration d'oxydation. Donc du coup, il y a tellement de choses à prendre en compte qui ne sont pas aujourd'hui prises en compte à mon sens, parce que les gens sont en ignorance totale. On utilise des doses d'ammoniac élevées, mais vraiment très élevées, parfois 3 fois au-dessus de la norme pour faire des colorations, et ce n'est pas sans conséquence. Aujourd'hui, on assiste à beaucoup de problèmes de santé tels que les problèmes de vue, les problèmes respiratoires, les problèmes d'alopécie, de cicatrisation, les problèmes d'hypertension, les problèmes de diabète. Il faut savoir qu'une personne qui fait la décoloration ou la coloration avec des mauvais produits court exactement les mêmes risques qu'une femme qui se décape. Donc du coup, moi je pense qu'aujourd'hui c'est très bien de le savoir, soit de décider de ne plus le faire, parce qu'on ne le dira jamais assez, l'eau mouille et le faux brûle. Donc, c'est pas des choses, je veux dire, si c'était des petits bonbons, on devrait les manger. Donc, si on porte quand même des gants pour faire ce genre de manipulation, c'est bien parce que c'est dangereux. Donc, il y a un protocole à respecter, il y a le choix du produit à prendre en compte et surtout, il faut préserver la santé des clientes et même des praticiens. Donc, je pense que c'est bon de savoir. D'accord. Mais quand on parle du cheveu, à vous entendre parler de la fragilité, je pense que lorsqu'on dit je veux le rose, un mois plus tard ou 2 semaines plus tard, on décide de changer de couleur, on ne mesure pas vraiment cet effet. Est-ce qu'il y a déjà un nombre de colorations précises à respecter pour les cheveux? Un nombre? Dans l'année ou dans le mois? Ou alors, si vous venez de faire votre couleur aujourd'hui, par exemple, après combien de temps est-ce que c'est possible de renouveler? Pardon pour cette qualité sonore. Alors, disons que les colorations, moi, depuis des années que je travaille dans la coiffure, en Europe, par exemple, c'est très encadré. Donc, les colorations, les clientes les faisaient régulièrement tous les mois, tous les 1 mois régulièrement, parce que bon, ça dépend. Pour des personnes, par exemple, qui ont des cheveux blancs, qui ont besoin de couvrir leurs cheveux blancs, c'est régulièrement tous les mois ou tous les 2 mois, parce qu'il faut savoir qu'un cheveu sain pousse environ de 1 à 2 cm par mois. Donc, du coup, une fois qu'on a fait une coloration d'oxydation, le cheveu coloré va garder la couleur. Parfois, ça peut dégorger quand c'est des couleurs claires, mais quand c'est des couleurs foncées, par exemple, du châtain, du brun, etc., ça ne va pas dégorger. Donc, il faut refaire les racines régulièrement tous les 2 mois. C'est vraiment selon la convenance de la cliente. Si elle voit que ses cheveux blancs commencent à se voir, elle peut refaire. Donc, on va dire environ 10 à 12 colorations par an. Maintenant, ce n'est pas le problème du nombre. On peut même faire 2 colorations par an avec des mauvais produits et être très en danger, en fait. Donc, moi, je pense qu'il faut une rééducation vraiment dans ce domaine. Et surtout prendre conscience qu'il y a des produits qui ne doivent plus exister. Parce que quand je vois dans des salons de coiffure, dans des magasins, on vendre
oxydants avec 18% d'ammoniac, mais j'ai jamais vu ça dans le monde. C'était la première fois de ma vie, je ne savais même pas que ça existait. Et pourtant, on l'utilise sur les cheveux afro, dans un pays tropical avec la chaleur, donc forcément les pores ouverts. Et dans ces pores ouverts, on vient directement mettre 18% d'ammoniac. C'est très dangereux. C'est vraiment un empoisonnement terrible. Mais alors, qu'est-ce qui nourrit le cheveu en fait? Parce que s'il subit entre défrisage, c'est vrai que ce n'est pas trop le sujet pour aujourd'hui, entre défrisage, coloration, décoloration, qu'est-ce qui nourrit le cheveu? Bon, il faut dire déjà que le cheveu se nourrit de deux façons, de façon externe, c'est-à-dire en faisant des bons soins, en utilisant des bons produits, et de façon interne aussi, en utilisant des compléments alimentaires, ce qui n'est pas commun au Cameroun, parce que les gens ne savent même pas qu'il faut prendre des compléments alimentaires pour les cheveux. Alors que le cheveu a quand même une cellule qui est le cortex, et puis quand on connaît le cycle cellulaire, on sait que ça meurt quand même au bout d'un moment, ou alors ça s'épuise. Et il faut surtout bien s'alimenter aussi, parce que quand on a des carences alimentaires, des carences en fer, des carences en oméga 3, forcément, le cheveu va en prendre un coup, parce que le cheveu est quand même constitué de 85% à peu près de kératine naturelle. Et cette kératine, il faut bien la chercher dans l'organisme en fait. Donc si au bout d'un moment on a une carence, même la kératine on ne l'aura pas. Et les 10 ou 15%, c'est juste les acides et puis de l'eau. Donc voilà, il faut bien s'hydrater, il faut bien s'alimenter et surtout manger équilibré. Super. Voilà qui nous conduit vers le professeur qui a sûrement beaucoup de choses à dire dans son... On a évoqué des maladies tout à l'heure, on a parlé du diabète, entre autres, des maladies cardiovasculaires, ce qui nous amène à aller faire un tour du côté du professeur Boni pour savoir ce qu'il en est en fait en termes de maladies causées par les dangers de l'ammoniac, du dosage ou alors de l'excès de l'application de l'ammoniac, voilà, sur les cheveux. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Alors, je vais parler en espérant que je suis entendu par vous. Oui, oui. Professeur, on vous écoute. Allez-y, c'est bon. On vous écoute. D'accord. Oui, on vous écoute, c'est bon. C'est bon. Ok. Alors, ce que je veux dire, c'est que, effectivement, comme l'a dit Guylaine, l'ammoniac, qui est donc une substance qu'on trouve un peu partout dans notre vie, dans l'atmosphère, dans les aliments, dans l'eau, avoir une quantité, une concentration la plus faible possible pour ne pas être nocif pour la santé. Et donc, il y a par exemple une mesure qu'on appelle le pourcentage par million, donc le ppm, pourcentage par million. Et on dit que normalement, il faut qu'on ait moins de 17 ppm pour ne pas être nocif du tout. Quand on atteint 35 ppm, l'ammonium peut être nocif sur l'organisme selon la durée d'exposition à cette substance. Et quand on a dépassé les 75 ppm, là, on va être davantage nocif. Et quand on a, par exemple, 1000 ppm, on peut mourir, on peut décéder rapidement en quelques minutes à cause donc de l'effet nocif de l'ammonium. Et quels sont ces effets? Vous avez les effets déjà sur la vue, parce que l'exposition à l'ammonium va entraîner une irritation des yeux, peut entraîner la toux, peut entraîner une difficulté à respirer. Donc là, on est déjà dans le système respiratoire et peut même entraîner de l'œdème pulmonaire. Donc, c'est-à-dire qu'une forte concentration en ammonium, et là, Guylaine vous a expliqué que l'exposition à l'ammonium, le traitement du cuir chevelu dans une atmosphère, dans un environnement où il fait chaud, où vous avez les pores qui sont ouverts, vous avez une entrée donc des substances dans ce qu'on appelle la barrière hématologique entre les vaisseaux sanguins
et puis les tissus, ça peut être le cuir chevelure. Donc, il peut avoir donc une dilatation des pores et une entrée de l'ammonium dans la circulation sanguine d'ailleurs, et ça peut après partir partout, donc même au niveau des poumons. Et si le taux de concentration est élevé dans l'atmosphère, on va respirer donc beaucoup d'ammonium, et cet ammonium va donc avoir des dégâts au niveau des alvéoles. Les alvéoles, ce sont ces sacs qui contiennent de l'oxygène au niveau des poumons et qui permettent donc les échanges entre le sang et les voies respiratoires. Et donc, si l'ammonium est en quantité excessive, ça va entraîner une inflammation de ces sacs, donc des alvéoles, et peut entraîner donc de l'œdème pulmonaire. Vous avez donc des gens qui vont avoir des difficultés à respirer, de plus en plus, avoir des difficultés à respirer. Donc, on aura un œdème pulmonaire. Ça peut entraîner une pneumonie. Une pneumonie, c'est l'inflammation des poumons. On a aussi, comme elle a dit, un lien avec certaines maladies cardiovasculaires telles que l'hypertension artérielle. Donc, les patients qui sont exposés à l'ammonium peuvent développer de l'hypertension artérielle. Mais le mécanisme n'est pas très bien connu, mais on sait qu'il y a une corrélation entre les deux. Vous avez des maladies de la peau. L'exposition à l'ammonium peut entraîner donc certaines maladies de la peau, et ça, c'est les spécialistes, les dermatologues qui vous en parleront avec beaucoup plus de détails. Donc, vous avez toute une panoplie de systèmes et d'organes qui peuvent être atteints si on est constamment exposé à l'ammonium. Et l'exposition la plus fréquente finalement, c'est le traitement des cheveux, comme ça a été dit, et des personnes qui travaillent dans des industries qui utilisent justement donc l'ammonium comme substance nécessaire pour la réalisation de certains objectifs, de certaines tâches. Donc, il est important d'être protégé, de porter des gants, de porter des masques lorsqu'on est exposé à ça, et surtout de surveiller la quantité d'ammonium qu'on trouve dans des produits, dont les produits qui servent donc à traiter les cheveux quand on est dans des salons de coiffure, comme l'a dit Guylaine. Coiffeuse. Est-ce que votre coiffeuse est sur Facebook? Allez taguer votre coiffeuse sous ce live. Parce qu'il est important que chaque fois que vous vous rendez au salon de coiffure, même si vous n'avez pas la possibilité de vérifier les produits vous-même, que vous choisissez les experts. Que vous choisissez les personnes qui pourront poser un diagnostic important. Parce que là, on parle quand même de la vue, on parle du système pulmonaire qui est engagé, on parle des maladies cardiovasculaires. Très souvent, on est malade même. Tellement on n'arrive pas à toucher du doigt la cause qu'on se met à accuser des sources mystiques et autres. Pourtant, on a porté soi-même cela, et ça depuis des années. Merci beaucoup, professeur, pour cette première intervention. On viendra à vous tout à l'heure. Juste le moment pour nous de préciser que le médicament le plus gratuit actuellement, c'est le repas. Ce que nous mangeons peut nous soigner et vraiment, ça peut nous sauver de beaucoup de choses. Alors, nous allons voir avec Madame Solson. Comment est-ce que nous pouvons bien nous alimenter pour corriger ces problèmes de carence? Par exemple, avec le professeur, nous avons parlé de fer, d'oméga 3. Comment est-ce qu'on peut retrouver tout cela dans ce qu'on mange pour éviter, même si on est victime, par exemple, de l'excès d'ammoniac? Merci Linda. Alors je pense que la première chose, c'est de prendre cette phrase et de la mettre dans nos cuisines. Que ton aliment soit ton premier médicament. Ça veut dire ici, à chaque fois qu'une femme prépare, elle s'imagine qu'elle est en train de cuisiner pas seulement un repas pour donner de la force, mais un médicament pour sa famille. On s'informera davantage sur les risques des habitudes, de nos méthodes de cuisson. On s'informera davantage sur les ingrédients qu'on utilise, sur le risque des habitudes, même si elles ont été transmises par notre arrière-grand-mère. On se posera les bonnes questions en fait. Donc moi, c'est déjà la première prise de conscience, c'est de savoir que chaque fois qu'on prépare, on a deux choix. Il a été prouvé de plus en plus que l'aliment peut favoriser la santé, mais il y a aussi des méthodes de cuisson qui, au lieu de favoriser la santé, vont faire l'inverse. C'est-à-dire, ça va plutôt nous exposer à des risques sanitaires. Et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui, précisément. D'accord. Quelle méthode, par exemple? Oui, par exemple,
quelque chose de banal comme ça dans nos cuisines, surtout africaines. On a l'habitude de, lorsqu'on fait un repas, il y a ce geste ici, c'est quoi? Un moment. Mettez en commentaire, refais encore s'il te plaît. Oui, ce geste ici, un moment, lorsqu'on fait la cuisine, à quoi est-ce que ça correspond? On sait, le sel on le met comme ça, mais qu'est-ce qu'on émiette souvent? Parfois, moi, c'est ce geste. J'ai envie de dire, ne serons pas obligés de faire ça à chaque fois. Et là, moi, je vais parler du glutamate, en fait. Le glutamate qui a dans ce qu'on appelle des bouillons d'assaisonnement, le cube, comme on dit souvent, habituellement. Chacun est libre, bien sûr, d'appliquer ces méthodes, de ne pas utiliser, mais je vais juste attirer l'attention sur la composition de ces bouillons qu'on utilise, en rappelant, par exemple, qu'un des ingrédients principaux, c'est le glutamate. Or, le glutamate, est considéré quand même comme un perturbateur endocrinien. Ça veut dire on ne va pas mettre quelque part le glutamate va vous tuer, non, c'est pas ce que je dis. Mais le glutamate, c'est un perturbateur endocrinien. Alors la question, c'est de savoir, c'est quoi un perturbateur endocrinien? Est-ce qu'il y en a qui connaissent la réponse? En commentaire, on veut vous voir. C'est bon de savoir. Et on va préciser que vous pouvez poser des questions pendant le live. Vous mettez juste votre question en commentaire et l'un de nos intervenants se fera le plaisir de répondre. On parlait de perturbateurs endocriniens. Oui. Qu'est-ce que c'est? Voilà, un perturbateur endocrinien va venir tout simplement, comme son nom l'indique, l'organisme c'est un ensemble. Ça veut dire on a besoin des hormones, de tout un ensemble en fait. Donc en français facile, c'est quelque chose qui peut venir perturber le bon fonctionnement de certaines fonctions de l'organisme. J'ai bien dit peu. Ça veut dire, moi je peux consommer, ça ne va pas agir de la même façon chez moi. Ça ne va pas agir de la même façon chez Guylaine ou bien chez Linda. Mais d'une manière ou d'une autre, sur 5 personnes, ça agira par exemple chez l'une ou bien chez l'autre d'une mauvaise façon. Donc, puisqu'on sait que c'est un ingrédient qui peut perturber le bon fonctionnement de l'organisme et à terme occasionner des maladies qu'on aurait pu éviter, pourquoi jaune jambo? Pourquoi se dire je vais quand même le faire? Bon, j'ai une famille de 5 j'ai une famille de 5 enfants, ça peut attraper 1 ou 2, on verra plus tard, c'est ce qu'on se dit en fait. Mais c'est bon de prendre conscience qu'il y a déjà ce point. Le glutamate, c'est un perturbateur endocrinien, prenons-en conscience. Il ne faut pas se dire qu'on mange, on meurt, on ne mange pas, on meurt. Parce qu'il a fallu des dizaines d'années pour qu'on écrive sur les paquets de cigarettes que ça peut tuer. Alors que c'est évident que fumer, c'est pas bien, par exemple, ça a des conséquences. Mais il a fallu des années pour qu'on écrive ça. Donc, ce n'est pas du jour au lendemain que ça va s'écrire. Prenons conscience de cela. Et même pour ceux qui font ce geste, rappelons-nous que le sel, la quantité de sel qu'on met dans nos repas, c'est important. Parce que parfois, ceux qui l'utilisent ne savent pas déjà qu'un bouillon d'assaisonnement a déjà peut-être 5 grammes de sel. Chaque être humain devrait consommer maximum 5 grammes de sel par jour. Donc imaginez une dame qui fait la cuisine, elle va prendre 3 ou 4 bouillons, 3 bouillons elle va mettre, ça fait déjà 15 grammes. Peut-être c'est une famille de 5 personnes. Donc il y a 3 personnes qui ont déjà atteint leur quota. Voilà. Après on ajoute encore le sel. Vous voyez. Dehors encore on va manger le piment, on va manger du sel dehors, les enfants vont manger du sel dehors. Ça fait qu'après une journée, on a dépassé la quantité de sel que l'organisme devrait assimiler avec les conséquences que cela peut avoir. Je crois que là-dessus, le professeur peut nous édifier davantage. D'accord. Professeur, vous êtes attendu. Quels sont les risques sanitaires ou bien alors dans le cadre de la santé? Est-ce qu'on a des pathologies comme ça auxquelles on s'expose en consommant excessivement du glutamate ou du sel? Oui. Allô, en espérant que vous m'écoutez. Effectivement, le glutamate sodique est une composante de notre alimentation qui est à déconseiller parce que les effets du glutamate sont connus, surtout au niveau donc, de la sphère neurologique. Donc, les neurologues en parleraient davantage parce qu'il y a une toxicité au niveau des cellules nerveuses du glutamate. Lorsqu'on consomme ça, surtout quand on consomme ça en abondance, on a une sensation insuffisante de satiété, donc on va consommer davantage, on va manger davantage et on peut prendre du poids. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui concerne le sel doit être consommé avec modération parce que le sel qui est un élément très important de la régulation de notre organisme, de plusieurs mécanismes physiologiques de notre organisme. Mais le sel a finalement
consommer à plus de, comme elle a dit, bon, enfin, de manière générale, on dit qu'il faut consommer moins de 6 grammes de sel par jour. Parce que quand on consomme plus de 6 grammes de sel par jour, on est dans la surconsommation de sel. Et cette surconsommation-là va avoir un certain nombre d'effets. Il faut savoir que le sel que nous consommons retient de l'eau dans l'organisme. Le sel s'accompagne toujours d'eau. Partout où il y a de l'eau, il y a le sel. Le sel va attirer l'eau vers lui. Donc, ce sel que nous consommons va faire en sorte que nous aurons une surcharge hydrique dans notre organisme. Et si nous avons, par exemple, une insuffisance cardiaque, c'est-à-dire que le cœur qui, au lieu de se contracter de manière vigoureuse, se contracte faiblement parce que il est gros et il a une force qui est finalement faible. Donc, le cœur qui a pour fonction d'envoyer le sang dans tout l'organisme, c'est ce qu'on appelle la fonction pompe. Alors, ce cœur-là va pomper le sang de manière très paresseuse. Donc, le débit, la vitesse avec laquelle le sang va circuler dans tout l'organisme va diminuer. Et donc, le sang va stagner dans tout l'organisme, dans tous les tissus. On aura ce qu'on appelle une stase, donc un dépôt d'excès de sang et d'eau. Donc, on aura une surcharge en eau parce que plus le sang circule, plus il va arriver vers les reins et il va être nettoyé, il va être épuré et l'eau va sortir par les reins. Mais dans cette condition où on a beaucoup de sel dans l'organisme, on aura beaucoup d'eau, une quantité d'eau importante, donc une quantité de sang plus importante, on aura un hyperdébit. Et cette quantité d'eau qui va être importante va finalement s'accumuler un peu partout par des mécanismes qui sont peut-être complexes qu'on ne va pas expliquer, mais ça va s'accumuler par exemple au niveau des membres inférieurs, de tous les tissus, et c'est ce qu'on va donc appeler des œdèmes. Donc l'excès de sel dans l'organisme, dans un contexte où le cœur est déjà assez faible, va donc entraîner la formation des œdèmes. Et si on a les œdèmes au niveau des pieds, vous avez donc des personnes qui auront du mal à se chausser parce que les pieds ont gonflé, auront même peut-être quelques petites douleurs au niveau donc des jambes. Si cet excès d'accumulation de sel et d'eau se fait au niveau des poumons, on aura donc, comme je vous ai parlé tout à l'heure, de l'œdème pulmonaire. Mais ici, là, cet œdème pulmonaire va avoir un mécanisme qui est différent de celui dû à l'exposition à l'ammoniac. OK, mais on aura quand même de l'œdème pulmonaire. En plus donc de ce que l'excès de sel va favoriser ou entretenir une insuffisance cardiaque, le sel peut aussi augmenter la pression artérielle. Et comment est-ce que le sel va augmenter la pression artérielle? Déjà, par le mécanisme donc de l'augmentation de la quantité d'eau et donc du volume sanguin dans l'organisme. Et plus on a un volume sanguin important dans l'organisme, plus la pression artérielle peut monter. Je vous ai dit que le sel va donc retenir de l'eau. Donc, on va augmenter ce volume sanguin global. Mais également, le sel va tapir nos artères. Nos artères, ce sont ces tuyaux-là qui amènent le sang dans tout l'organisme. Et le tuyau principal, le tuyau de départ qu'on appelle l'aorte, qui part donc du cœur et va donc se subdiviser en aval pour alimenter tout l'organisme. Ce tuyau est donc celui qui commande la pression artérielle. Et le sel va donc tapir ce tuyau qu'on appelle l'aorte et le sel entraîne une rigidité artérielle. Rigidité artérielle. Les tuyaux vont devenir de plus en plus durs. Et plus le tuyau est dur, plus la pression artérielle va monter. Et donc, on aura une hypertension artérielle due à une surconsommation en sel. Et vous connaissez tous les conséquences de l'hypertension artérielle. On peut faire un AVC, voilà. On peut faire une insuffisance cardiaque.
on peut faire une insuffisance rénale qui va donc déboucher sur des dialyses, donc des complications quand même assez sévères. Il est donc important de savoir que le sel est bon pour l'alimentation parce que ça nous donne un certain goût à nos aliments et nous permet donc de manger avec appétit. Mais il faut le faire avec modération. Manger moins de 6 grammes de sel par jour. Et quand on a déjà une maladie cardiovasculaire, par exemple l'hypertension artérielle, il faut diminuer la quantité de sel. Diminuer par exemple de moitié, manger à peu près 3, maximum 4 grammes de sel par jour. Si on a une insuffisance cardiaque, surtout si c'est une insuffisance cardiaque qui est très importante, là, il faut diminuer davantage le sel. Manger vraiment moins de 3 grammes de sel par jour. Et d'ailleurs, lorsque nous sommes dans une phase aiguë de décompensation cardiaque, le malade il est vraiment essoufflé au moindre effort, quand il dort la nuit, il est obligé de se réveiller parce que ses poumons sont pleins d'eau, il n'arrive pas à respirer. Celui-là qui fait donc une insuffisance cardiaque, qu'on appelle une insuffisance cardiaque de stade 4, on va lui conseiller pendant toute la phase où on va essayer de nettoyer ses poumons, de diminuer l'excès d'eau au niveau des poumons, des pieds et autres, on va lui demander de manger sans sel. Donc, on aura un régime sans sel pendant toute la phase où on aura besoin des médicaments qui vont diminuer l'œdème pulmonaire. Et dès qu'on a passé cette phase-là, on va avoir un régime hyposodé, c'est-à-dire qu'avec le moins de sel possible, notamment à peu près 3 grammes ou moins de sel par jour. Donc, le sel, c'est bon pour notre appétit, mais l'excès de sel est mauvais pour la santé et il faut donc être très rigoureux dans la prise de sel et surtout éliminer tout ce qui est glutamate. D'essentiel, et je crois que ce sera même la clé pour celles des personnes qui souffrent de perte d'excès de poids et qui veulent perdre du poids, c'est que le glutamate, donc ce qui est contenu dans ce qui s'utilise comme ça, a une forte influence sur la satiété. Donc on mange, c'est bon, on en redemande, on mange encore et encore, et le professeur a débouché cela pour parler de perte de poids. On comprend que si on mange, on n'arrive pas à se retenir parce qu'on aime le goût là, on mangera encore et encore. Et plus on mange, plus la quantité de sel, l'apport journalier nécessaire va excéder les 6 grammes, plus on sera sujet à des questions de rétention d'eau, plus on aura des problèmes de rétention de sang également. J'espère que je résume bien. Et ce qui peut nous conduire à des influences considérables sur la pression artérielle. On aura des personnes sujettes à l'hypertension et probablement sujettes aussi à l'insuffisance rénale et toutes ces maladies cardiovasculaires dont on souffre souvent. Donc, merci au professeur Aimé Bonny. Je rappelle qu'il est cardiologue. Donc, je ne sais pas. Moi, je suis un peu choquée. Je suis sûre de moi que beaucoup de personnes aussi, parce que quand on mange ou quand on va au salon se faire belle, on a tendance à oublier beaucoup de choses. On a tendance à négliger certaines choses. Partant de là, j'ai envie de dire, posons-nous les bonnes questions à partir d'aujourd'hui. Et puisque c'est le mois rose, c'est un mois dédié à une pathologie qui fait pas mal de victimes aujourd'hui. Des sensibilisations vont être organisées, des messages, des campagnes de dépistation, des conseils vont être donnés. Mais je pense que c'est votre responsabilité à vous, d'abord, de veiller à l'application de ceci chez vous, de veiller à l'application de ceci lorsque vous vous rendez dans les instituts de beauté, dans les salons de coiffure, mais surtout c'est votre devoir même, j'ai envie de dire, de noter précisément tout ce que le professeur a dit tout à l'heure et d'encadrer ça chez vous, d'éduquer vos enfants dans ce sens-là, d'éduquer la famille dans ce sens-là et pourquoi pas de partager des petits ateliers où on se défie sur la question. Aujourd'hui, on a beaucoup de cancers et je pense que NK parlait tout à l'heure lorsqu'on préparait cette émission d'un cancer qui est directement lié à l'excès d'ammoniac sur la peau. C'était le cancer de la vessie. Tout à fait. Donc vous mettez un produit sur les cheveux, mais vous avez le cancer de la vessie, les femmes. Oh ma Guylaine.
Dis-nous. Non, je ne vais pas rentrer dans les explications scientifiques parce que ce n'est pas mon domaine de compétence, mais je peux quand même dire qu'il y a une corrélation aujourd'hui. Et comment on contourne ça surtout? Bon, soit on n'a pas assez de moyens, comme il le dit, parce que les bonnes choses, malheureusement, ça coûte cher dans la vie. Et quand on n'a pas de l'argent pour se faire des choses correctement, il vaut mieux ne pas en faire. Parce qu'à chaque fois qu'on fait le bricole, comme on dit aussi, le moins cher coûte cher. Tout à fait. Donc du coup, on va dépenser très peu pour se rendre malade et après s'endetter toute la vie pour ne même pas pouvoir se soigner et mourir après. Donc je pense qu'il y a vraiment des choses dont on peut se passer. Mon devoir aujourd'hui n'est pas de dire aux gens arrêtez de faire des colorations. Je veux dire, chacun fait comme il veut. Après, toi aussi, tu as... Oui, je fais aussi des colorations, donc je pense qu'il ne faut pas qu'on me dise que c'est le Roquefort qui se moque du camembert. Mais j'ai envie de dire quand même aux gens, si vous voulez le faire, faites-le bien. Parce que quitte à faire des choses pour se faire plaisir, vraiment au moins préserver sa santé. Parce que je pense que malheureusement, rien ne vaut la santé. Et tout à l'heure, vous avez dit que même si on n'a pas la possibilité de vérifier les produits, je pense que quand on est cliente, on a le droit à tout. On a le droit de savoir ce qu'on met sur notre tête, on a le droit de vérifier que le produit est vraiment confortable, parce qu'après tout, c'est nous qui payons. Et je pense que personne ne paye pour mourir. Tout à fait. Donc je pense qu'elles ont le droit, mais avant d'avoir le droit, je pense qu'elles doivent déjà savoir ce qu'elles peuvent faire. Et donc moi, aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, si elles veulent faire des colorations, il faut qu'elles évitent de mettre 20% plus de 20 volumes sur le cuir chevelu, ce qui correspond à 6% d'ammoniac. Parce qu'aujourd'hui, on leur met du 60 volumes, ce qui correspond à 18% d'ammoniac. Ça veut dire 3 fois la dose recommandée. Et si ça vous semble compliqué, je vous invite à aller sur la page de Guylaine NK pour en savoir plus. Et pourquoi pas avoir des astuces et surtout des indications sur l'endroit où trouver ces pourcentages sur les flacons. C'est marqué tout à l'heure, c'est parce que je ne sais pas si la régie pourra faire passer l'image, mais c'est marqué quand on a une boîte d'Occident, il y a le volume qui est marqué régulièrement. Si vous voyez, c'est marqué 20 volumes. En bas du 20 volumes, vous allez voir la puissance en fait de l'ammoniac. Ça sera forcément 6%. Si vous voyez 60 volumes, en bas, vous allez voir marqué 18%. Si vous avez 50 volumes, vous allez voir marqué 15%. Donc l'ammoniac est toujours marqué en pourcentage. Donc il suffit de regarder le pourcentage pour savoir si c'est un bon, si le pourcentage est autorisé pour utiliser sur le cuir chevelure. Si on le fait sur des perruques, à la rigueur, c'est pas grave. Ça s'abîme, on jette. Mais comment est-ce qu'on va réclamer à son organisme de rejeter les produits nocifs? Parce que c'est quand même dangereux, en fait. Parce que si ce n'est que les brûlures cicatricielles, au bout d'un moment, ce n'est qu'esthétique. On va dire c'est pas grave. Mais quand ça commence à empoisonner le sang, ça devient très grave. Parce qu'il faut se soigner, il faut purifier ce sang. Surtout que derrière, si en plus de ça, on a le luxe de manger mal. Si on a le luxe de ne pas faire de sport, si on a le luxe de vivre dans des quartiers populaires comme nous autres, avec la pollution, la poussière, les pots d'échappement de voitures, le mauvais gasoil, je veux dire, on subit suffisamment de radicaux libres au quotidien. Donc si on peut quand même, dans tout ce qu'on subit, décider de ne pas subir ce qu'on peut décider de ne pas subir, je pense que c'est d'abord ça. C'est déjà ça à prendre. D'accord. Donc vérifier à chaque fois le pourcentage, parce que sur une boîte d'Occident, il y a toujours le volume, et en bas du volume, il y a le pourcentage. Et le pourcentage correspond à l'ammoniac, à la valeur à l'ammoniac. D'accord. Et si quand même on a été imprudente jusqu'à ce jour et qu'on a peur d'avoir pris des risques, Soulson est là pour nous dire comment est-ce qu'il faut s'alimenter, justement, pour se mettre d'une certaine façon à l'abri de certaines pathologies. On prévient ça comment? Oui, déjà tout à l'heure, tu as été choquée par tout ce que le professeur a dit sur les dangers du sel et même du glutamate. Déjà, entre parenthèses, je tiens à dire qu'on peut cuisiner sainement. On n'est pas obligé de faire ce geste tous les jours. On peut apprendre à manier les ingrédients qu'on a chez nous, à agencer ces ingrédients de façon croissante pour qu'à la fin, on ait un goût. Parce que le goût qu'on recherche dans le cube, c'est l'umami en fait. C'est l'umami. Or, on peut l'avoir en ayant une cuisine méthodique. Par exemple, c'est pas bon de prendre la tomate, l'oignon, l'ail, les condiments verts, le poivre blanc, on écrase tout, on met dans la marmite, tout cuit ensemble. À la fin, on mange, mais on ne se nourrit pas. Parce que tous les antioxydants, toutes les bonnes vitamines qu'il y aura dans ces additifs-là seront déjà partis. Donc, ce petit geste simple, apprendre à mettre les condiments vers la fin de cuisson, aide déjà à relever le goût et nous permet de préserver la santé de notre famille parce que c'est un repas plus nutritif, sans forcément avoir besoin d'utiliser du glutamate ou bien de doser trop de sel. Et sur ma page, très souvent, je parle de ces assaisonnements.
épices de chef que beaucoup de personnes connaissent déjà et ont déjà testé. Et adopté d'ailleurs. Adopté, voilà. Ce sont des assaisonnements sains qui ont été conçus justement pour aider des femmes, pour aider des hommes, tout le monde à cuisiner sainement avec des produits locaux, sans sel ni glutamate. Bon, maintenant, parlons de la santé, le cancer. On parle de Octobre Rose, c'est le cancer. Il y a des gestes qu'on peut faire chez nous, dans nos choix, le panier de la ménagère. Privilégions les légumes. Parce qu'une alimentation qui est trop carnivore, je vais dire ça comme ça, basée sur la viande, et basée également sur des aliments trop raffinés, tout ça, c'est pas bon pour l'organisme. Il y a un diagramme qui est passé là tout à l'heure qui montrait en fait que parmi les facteurs provoquant le cancer, tiens-toi bien, l'alimentation, c'est 35%. Tout à fait. 35%. 35%, c'est pas petit. Ça veut dire que ce cancer-là, beaucoup de personnes ont le cancer parce que dans nos choix alimentaires, on n'a pas fait les bons choix. Donc, nous qui avons la responsabilité de nourrir nos familles, tenons-en compte. Tenons-en compte. Privilégions les fruits, les légumes. Ce sont les premiers aliments qui sont recommandés lorsqu'on veut lutter contre des maladies comme le cancer, du moins dans la prévention. Vous savez qu'également, lorsqu'on est déjà malade, ça aide toujours, mais dans la prévention, consommons beaucoup de légumes. Ici, j'ai un manuel que j'utilise beaucoup. C'est également un docteur qui a édité ce manuel qui parle de l'aliment santé. Et je vais par exemple là lire quelques aliments qu'il est bon de prendre pour prévenir le cancer. Les simples agrumes, c'est-à-dire dans les goûters de nos enfants, privilégions par exemple une mandarine, une orange, que de mettre un jus qu'on a fabriqué, on ne sait pas où, pour qu'ils boivent. Voilà. Donc les simples agrumes sont placés parmi les premiers aliments à consommer pour prévenir les cancers. Quand on parle d'agrumes, on a la mandarine, l'orange, le citron, les pamplemousses. Voilà. D'accord. Le pamplemousse. Pour les femmes, le cancer du sein, c'est bon de consommer un peu d'huile d'olive. Ça aide. Consommer comment? En mettre dans le repas ou alors il faut la cuire? Oui, en général, ces huiles, c'est bon c'est mieux de mettre ça dans le repas directement. À la fin de cuisson? Oui. Et pour les huiles même qu'on utilise chez nous, c'est pas bon que l'huile fume. À chaque fois que l'huile fume, elle devient un peu cancérigène. C'est bon de savoir ça. Chaque fois que l'huile fume, ce n'est plus bon. Ça veut dire soit on la verse, soit on l'utilise en sachant qu'on a un peu empoisonné sa famille pour cette journée-là. C'est bon d'en être conscient. Ça me fait souvent très mal. Mais quand j'oublie maintenant une poêle au feu et que ça a brûlé, je préfère verser l'huile tout simplement parce que je sais ce que ça coûte. D'accord. Donc c'est bon d'être conscient de ça. Limitons la viande, le lait, les produits raffinés, privilégions vraiment des légumes dans notre alimentation. Les légumes, les fruits, c'est très bon pour la santé. D'accord. Est-ce que vous avez du mal à cuisiner justement sans tout cela ou alors en respectant tout ce que Madame Solson vient de partager ici aujourd'hui? Je vous invite à vous connecter sur sa page, la cuisine de Solson, d'aller sur la page épices des chefs également. Là, vous avez des recettes de cuisine tout le temps et vous allez découvrir des façons exotiques de préparer et de faire enjoy toute la famille. Merci pour, je ne sais pas trop combien de temps on est. Je ne sais pas aussi si on a des questions. Est-ce que tu as des questions chez toi? Non. Est-ce que les internautes ont des questions? Parce que d'ici quelques temps, on va se quitter. Si vous avez des questions liées... Le professeur dit qu'il veut intervenir. Ah, oui, on va revenir au professeur avant de partir, ça c'est sûr. Le temps pour moi de préciser que vous pouvez déposer vos questions en commentaire sur toutes les pages, ou moins sur la page à partir de laquelle vous nous suivez, et nous allons répondre à vos questions. Monsieur Dr Boni, notre professeur en cardiologie, nous vous donnons la parole une fois de plus. Alors, je dis bravo à Sulson pour son intervention de tout à l'heure, où elle a vraiment résumé les conseils à donner aux personnes, à la population, pour prévenir les cancers et bien d'autres maladies, en donnant juste des petites astuces. Il est vrai que beaucoup de substances sont cancérigènes, il faut les connaître. Il faut savoir qu'une huile déjà utilisée qui a déjà subi beaucoup de dégradation par de la chaleur de nos feux devient cancérigène et réutilisée plus d'une fois. Comme par exemple, nous savons que nos mamans qui nous font les beignets, que nous vendons, que nous mangeons tous et que nous achetons en route, nous savons que c'est peut-être bon pour le goût, mais sur le plan
de la balance nutritive et justement des risques de maladies, notamment les maladies cancérigènes et même de l'hypertension artérielle. C'est vraiment, vraiment, vraiment dangereux. Donc, il faut éviter ça. Et ça, elle a dit, c'est vrai que c'est coûteux. Nous sommes dans un environnement de paupérisation assez évolué. Donc, c'est difficile pour des personnes de pouvoir allier l'utile à l'agréable et donc ne pas réutiliser ces huiles. Mais il faut y penser, il faut au moins le savoir, il faut y penser. Il faut savoir que les poissons sont très importants pour notre équilibre alimentaire et pour notre balance nutritive et aussi pour prévenir les maladies, notamment les maladies cardiovasculaires. Les viandes rouges sont, on ne peut pas interdire ça, mais il faut en manger le moins possible, mais privilégier plutôt tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, tout ce qui est poisson. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ça, je souscris à ce que Sulson a dit tout à l'heure. Ce que j'ajouterais aussi dans notre alimentation, il faut éviter de grignoter entre les repas parce que c'est ce grignotage-là qui va entraîner le surpoids et le surpoids qui va entraîner donc les maladies cardiovasculaires, notamment l'hypertension artérielle. Donc, les cancers, pensez à ça. L'alimentation joue un rôle important pour la prévention des cancers. Et il y a des cancers, beaucoup de maladies oncologiques et puis surtout des cancers dans notre population, beaucoup plus qu'on ne le pense. Parce que le diagnostic du cancer nécessite quand même un certain plateau technique, des moyens que nous n'avons pas forcément, surtout dans les coins reculés. Et donc, les gens meurent sans savoir qu'ils sont morts de maladies cancéreuses. Donc, prévenir vos risques guéris, ayant une alimentation équilibrée, mangeons sain, évitons les surgelés. Nous avons aujourd'hui hérité des habitudes occidentales parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on a peut-être assez de moyens et avec tous ces supermarchés qui pullulent aujourd'hui dans nos mégapoles, qui nous viennent d'ailleurs et qui nous donnent l'impression qu'on gagne du temps en allant juste dans les supermarchés, en prenant les légumes, les fruits, le poisson surgelé. On vient à la maison, on cuisine rapidement, on a mangé, on est parti. Mais c'est clair que c'est pourvoyeur de maladies cancéreuses. Tous les surgelés ne sont pas bien. Pourquoi? Parce que pour la conservation de ces produits au froid, les industriels ajoutent des conservateurs. Et ces conservateurs-là sont beaucoup pourvoyeurs de maladies, des cancers, cancer de l'estomac, cancer du sein, cancer de l'œsophage, cancer de la sphère digestive en général. Et évidemment aussi, ça on va pas cesser d'en parler, l'alcoolisme et le tabac qui entraînent les cancers pulmonaires. Donc, moins de congelés, mangeons sain, mangeons naturel. Nous avons tous la possibilité, enfin, nous avons suffisamment la possibilité de manger des produits qui nous sortent du village, vraiment des produits frais, des produits qui sont finalement bio, parce que nous avons quand même un environnement assez biologique en Afrique, au Cameroun, et ça nous préviendrait donc des cancers. Professeur, merci. Vraiment, c'est la conclusion qu'il fallait à notre direct. Vraiment, j'ai envie de dire, peut-être rappeler à la suite du professeur qu'il faut aussi vérifier les étiquettes des produits. On l'a dit ici, et je crois qu'on ne le dira jamais assez. Merci, professeur, de vous être rendu disponible. Nous sommes dimanche, ce n'est pas chose évidente, vraiment. On n'imagine pas toute la gymnastique que ça a dû représenter pour vous. Merci beaucoup. Merci, professeur. Merci pour votre dévouement. Merci pour la passion que vous avez à prendre soin des autres. Parfois, entre deux patients, faire un direct pour tirer une sonnette d'alarme.
C'est vrai que dans votre profession, les gens n'ont pas souvent le temps même de dire bonjour, mais vous prenez toujours sur vous, même quitte à ne pas manger à midi, sauter une pause de déjeuner, pour nous donner des conseils. Et franchement, je suis reconnaissante pour tout ça. Et je vous remercie énormément. Je tiens également à m'excuser pour le retard du live parce que ça vous a également perturbé. C'était le coup d'essai. On a voulu faire les choses de façon beaucoup plus professionnelle, mais malheureusement, on n'a pas vraiment eu le résultat escompté et vraiment, je me confonds en excuses. Oui, professeur, vous voulez peut-être rajouter quelque chose? Bon, non, pas vraiment. Moi, je dis bravo, bravo pour cette initiative. Bravo à Guylaine. Bravo à Sulson qui a rapidement adhéré au projet. Bravo à vous, la modératrice, avec toute votre équipe. Je dis merci parce qu'on sait que sans la technique, on n'est rien. Sans la régie, on n'est rien. Ça a été peut-être laborieux, mais ce n'est que un premier jet et j'ose croire que vous aurez la motivation de proposer ce genre de live éducatif et soyez-en rassurés, dans la mesure du possible, je serai toujours disponible pour vous accompagner ou peut-être solliciter quelques confrères. Ça va dépendre dans des domaines que vous allez choisir, mais c'est important que le réseau social soit davantage un réseau citoyen éducatif et que nous, les acteurs de la santé, nous soyons davantage disponibles pour que la médecine finalement aille vers le malade et non le malade vers la médecine. Car on sait que l'accès aux soins est de plus en plus difficile dans nos pays assez démunis et donc ça fait partie du devoir et j'ai même envie de dire de l'obligation d'un médecin d'être un médecin populaire. Populaire pas dans le sens voilà, de la popularité, voilà, mais populaire dans le sens d'être avec le peuple et pour le peuple. Voilà, donc merci et bravo pour ce que vous faites. Merci professeur. Merci à l'épice de chef de nous avoir accompagnés dans ce projet et merci également à Glam Studio. Le studio, voilà, j'ai du mal à je suis francophone d'Angam pour cet accompagnement, c'est vraiment très gentil. Je pense que quand on parle de la santé, il faut vraiment être son cœur pour ne pas être sensible. Surtout que c'est des choses qu'on manipule au quotidien, c'est des mauvaises habitudes qu'on a au quotidien et c'est toujours important de tirer la sonnette d'alarme. Maintenant, libre à chacun de faire ce qu'il voudra de l'information, mais je pense que ça sauve quand même des vies parce qu'il y a des gens qui vivent dans l'ignorance. Et une fois qu'ils ont l'information, ils essaient quand même d'en faire bon usage. Et merci à Sulson de nous apprendre à manger sainement parce qu'on en a besoin. Et surtout que c'est gratuit. Oui, mais bon, tant que ça aide, tant que ça peut sauver une personne, vous savez, on peut lancer une corde à quelqu'un qui est dans un trou. Celui qui va prendre la corde, c'est une bonne chose. Donc, on ne peut qu'aider des personnes qui veulent être aidées. Donc, tous les conseils qu'on partage ici, c'est vraiment parce qu'on a l'envie d'aider des personnes à sauver des vies. Bon, tout se résume à ça. Mangeons moins, nourrissons-nous. C'est ce que je pourrais dire pour finir ce direct. Et n'oubliez pas, comme on a dit aujourd'hui, chaque décision que nous prenons, que ce soit lorsqu'on se coiffe, en cuisine, chaque décision a un impact sur notre santé, mais pas que. Ça a aussi un impact sur la santé de nos enfants et même de leurs descendants, parce que le glutama dont on a parlé a un effet également sur nos descendants également. Donc ne l'oublions pas. Et je rappelle encore, épices de chef, si vous avez des soucis d'assaisonnement, essayez ceci et pour limiter par exemple le glutama dans vos cuisines. Et n'oubliez surtout pas, pour clôturer, nos cheveux ne poussent pas dans l'espace. Parce qu'on a tendance à dire, mais oui, quel est le rapport entre mes cheveux? Je prends le cas du défrisage, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui. C'est quoi le rapport entre le fait que je défrise mes cheveux et le fait que je peux avoir des problèmes de kyste, de myome? J'ai juste envie de dire que nos cheveux ne poussent pas dans l'espace. Ce n'est pas comme si on arrosait nos cheveux dans l'espace et le jour où on a besoin, on reprend, on pose sur nos têtes. Non. Ce que nous mangeons, ce que nous respirons, ce que nous ingurgitons au quotidien a un impact direct sur le cheveu.
Et les prochaines séances, on parlera à chaque fois des choses différentes. Aujourd'hui, on a décidé de rester uniquement sur les dangers de la coloration et de la décoloration avec le facteur, l'activateur qui est l'ammoniac. La prochaine fois, j'essaierai de vous expliquer quel est le rôle direct de l'ammoniac dans les cheveux, ça sert à quoi, pourquoi le cheveu peut partir du blanc au noir, etc., et du noir au blanc. On aura le temps de s'étaler là-dessus. Mais, comme je dis, faites attention. Quand on va dans un salon de coiffure, ce n'est pas pour s'empoisonner, c'est pour être belle. Donc, nos cheveux, on en regrette quand on n'a plus rien sur le caillou. Mais faites attention aux alopécies, aux cicatrisations, à la perte des cheveux et tout ce qui va avec. Donc j'en ai fini. Et vous l'aurez compris, c'est le cœur sur votre santé que Guylaine NK, à l'initiative de ce live, a mis tout ce qu'il fallait en jeu pour que vous puissiez recevoir ce qui a été partagé aujourd'hui. Alors on a juste envie de vous dire, restez sainement belle. D'ici à là, on se retrouvera très bientôt. NK nous le dira certainement sur sa page, quand le prochain live. Mais certainement, ce sera avec beaucoup d'autres conseils pour votre santé, pour votre beauté, pour votre meilleur équilibre et pour une belle alimentation également. Merci à toutes les personnes qui ont suivi ce direct, une réalisation que signe Glow Studios depuis Douala. Merci à NK d'avoir fait le déplacement et merci d'avoir initié cette rencontre. On partage le direct, on n'oublie pas de taguer notre coiffeuse et j'insiste. Et pour le reste, ce sera dans les commentaires sous les pages des différents intervenants qui sont disponibles à tout moment pour répondre à vos questions. Merci à tous et à très vite. Au revoir. Bye bye. Et relevez le goût. Pour un délicieux poulet, Johnson, pépé, poivre, curry, herbes de Provence, anis vert, rondelles, oignons, ail, 4 côtés dans une seule boîte. La mère ne fait plus l'appel des condiments pour tes préparations. Épices des chefs les met tous dans la sauce. Conditionné en sachet ou en boîte, c'est complet, c'est sans sel, sans conservateur et sans colorant. Et en plus de épices des chefs poulet, il y a épices des chefs viande, poisson et les cancans pour plus de saveur. Et le bonus santé, tu as le plein contrôle sur la quantité de sel que tu consommes pour être toujours en parfaite santé. Avec épices des chefs, assaisonner et relever le goût. Pour un délicieux poulet, Johnson, pépé, poivre, curry, herbes de Provence, anis vert, rondelles, oignons, ail, 4 côtés dans une seule boîte. La mère ne fait plus l'appel des condiments pour tes préparations. Épices des chefs les met tous dans la sauce. Conditionné en sachet ou en boîte, c'est complet, c'est sans sel, sans conservateur et sans colorant. Et en plus de épices des chefs poulet, il y a épices des chefs viande, poisson et les cancans pour plus de saveur. Et le bonus santé, tu as le plein contrôle sur la quantité de sel que tu consommes pour être toujours en parfaite santé. Avec épices des chefs, assaisonner et relever le goût. Pour un délicieux poulet, Johnson, pépé, poivre, curry, herbes de Provence, anis vert, rondelles, oignons, ail, 4 côtés dans une seule boîte.